Bonjour, bienvenue sur la chaîne Ninon Petra Studio. Alors moi je suis Ninon, je suis décoratrice d'intérieur et sur cette chaîne depuis bientôt 4 ans maintenant, on parle de déco, de tendances, d'astuces, de DIY, de travaux, de brocantes. Je crois que c'est à peu près tout. Voilà, donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Bon, aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo un petit peu plus fun. Si vous me connaissez, vous savez que je suis une grande fan de brocante. Et normalement, dans la période du printemps-été, je suis tous les week-ends sortie à faire les brocantes et les vides-greniers à la recherche de la perle rare. Honnêtement, ma cave, elle est remplie d'objets que j'ai chinés qui sont prêts à être installés ou à restaurer. Mais cette année, c'est un peu différent puisque je suis en train de vendre ma maison. Enfin, ma maison est en vente. Donc, je me projette pas vraiment dans des nouveaux achats. J'ai pas forcément envie d'investir pour stocker sans savoir à quoi va ressembler mon prochain logement. Pour autant, j'avais quand même envie de parler de brocante. Donc aujourd'hui, je vais vous faire découvrir 10 objets que je rêve de chiner. Alors, généralement, c'est des choses dont j'ai envie depuis très longtemps et que je cherche partout. Et vous allez voir dans ma sélection, il y a des choses qui sont assez réalistes, que je peux potentiellement trouver. Mais il y a des choses, à mon avis, je rêve un peu trop fort. La première chose, ce sont les bougeoirs Stoffnagel. Je suis sûre que c'est un objet que vous avez déjà vu dans votre vie. Donc cette histoire, elle a démarré en 1965 grâce à l'amitié de Werner Stoff, donc qui était un designer allemand. Et en fait, il a dessiné l'idée que son ami Hans Nagel avait en tête. Donc lui, il était métallurgiste. Alors l'histoire, c'est qu'apparemment, il serait tombé en ski et en chutant, il aurait mis ses doigts comme ça dans la neige et ça aurait fait 3 trous en forme de triangle. Bon, je vais pas remettre en cause l'histoire, je trouve ça un petit peu tiré par les cheveux. Mais en tout cas, je trouve que c'est un produit qui est magnifique. En fait, c'est un chandelier qui est fabriqué à partir de laiton poli. Et je trouve la forme ultra contemporaine. On est vraiment dans l'élégance, dans la simplicité. Et moi, je l'aime beaucoup aussi pour son aspect modulable. En fait, le chandelier, c'est un petit module que vous achetez en autant d'exemplaires que vous voulez. Et vous pouvez en collectionner pour créer toutes les configurations que vous souhaitez. Donc, je vous mets des exemples en même temps que je parle. Vous pouvez voir qu'on peut faire vraiment tout et n'importe quoi en empilant chaque petit module. Cet objet-là, il est très prisé par les collectionneurs. C'est vraiment un objet emblématique du design danois puisqu'il incarne vraiment la philosophie du design scandinave, la fonctionnalité, la simplicité et la beauté naturelle des matériaux. Donc historiquement, ce chandelier, il était de couleur chrome et puis il a disparu un petit peu dans les années 80 avant d'être réédité en 2015 par Stoff Copenhague. Donc maintenant, vous pouvez le trouver toujours en chrome, mais aussi en noir, en laiton, en acier et même en rose gold. Je sais que c'est une pièce que je vais trouver un jour en brocante. Je sais que certains d'entre vous en ont déjà trouvé, donc je ne perds pas espoir. Le deuxième objet, c'est pas hyper original, mais c'est la lampe Pipistrello. Alors, c'est une lampe que je vois partout et je dois avouer qu'au début, je l'appréciais pas forcément. Et je sais pas ce qui s'est passé. En fait, avec le temps, j'ai créé une espèce d'obsession autour de cette lampe et maintenant, j'ai hyper envie de la voir. Donc la lampe Pipistrello, elle a été créée en 1965 par Gae Olenti et elle est éditée depuis chez Martinelli Luce, donc qui édite pas mal de luminaires. Donc la designer Gae Olenti, elle s'est inspirée de l'ouverture des ailes d'une chauve-souris, donc en plein élan comme ça. Et Pipistrello en italien, ça veut aussi dire chauve-souris. Donc cette lampe, je l'aime beaucoup puisqu'elle a une base télescopique, donc on peut l'adapter en hauteur. Et puis elle a un abat-jour qui va diffuser la lumière dans son intégralité. Donc ça crée vraiment une lumière qui est hyper douce. Et je trouve que la Pipistrello, c'est une véritable icône du design. C'est une pièce qui a super bien vieilli. Aujourd'hui d'ailleurs, elle est rééditée dans des versions un peu plus contemporaines. Et ce que je trouve intéressant, c'est que l'éditeur a osé proposer des nouvelles couleurs. Donc on va retrouver du jaune, du vert, du doré, mais aussi des nouvelles dimensions, des versions sans fil, des versions qui sont dimmables pour pouvoir régler l'intensité de la lumière. Et puis, moi, je trouve que c'est ça qui est génial, en fait, c'est de s'affranchir un petit peu de l'objet culte et puis de s'offrir la liberté de faire évoluer un iconique du design. Comme je disais, c'est une lampe qui est toujours éditée et honnêtement, j'ai pas forcément de préférence par rapport au modèle vintage. Il n'est pas forcément mieux et les anciens modèles sont plus ou moins au même prix.
Moi personnellement, j'aimerais bien avoir la très grande version, donc soit en jaune ou soit en blanc, pour pouvoir l'utiliser sur un piédestal ou alors à côté d'un canapé. Je trouve ça super joli. Le troisième objet que je rêve de chiner, c'est un fauteuil chapelet. Alors c'est pas une pièce qui est très connue et je dois avouer que lorsque j'en vois, je les trouve pas forcément très beaux. Donc je suis pas forcément sûre de ce nom fauteuil chapelet, mais en fait c'est un fauteuil dont l'ossature est constituée de plein de petites billes. J'ai fait pas mal de recherches dessus et en fait cette technique est apparue à l'époque de Louis XIII, donc entre 1600 et 1660, et c'est une technique de tournage du bois, donc soit en spirale ou soit en chapelet. Et on retrouvait beaucoup ça dans le mobilier à l'époque. Au XXe siècle, notamment dans les années 60, on retrouve quelques assises qui ont la même technique et souvent ce sont des fauteuils d'angle. Je suis sûre que vous en avez déjà vu. Alors moi j'en vois pas mal en brocante, mais je trouve que c'est pas hyper fonctionnel. Alors pourquoi pas en prendre une et la mettre un petit peu en chaise décorative, mais c'était pas trop le but à la base. Et puis souvent elles sont assez petites, elles ont aussi des assises paillées. Et en faisant mes recherches, j'en ai trouvé des versions beaucoup plus contemporaines qui se conforment un peu plus à l'usage qu'on a aujourd'hui du mobilier, donc des modèles bien sûr plus confortables. Et je vous avoue que je trouve ça magnifique. Et plus généralement, tout ce qui est avec des petites billes comme ça de bois, c'est une forme qu'on voit énormément en ce moment, que ce soit sur des revêtements muraux, sur du mobilier, sur des petits objets, des cadres, des miroirs. Donc voilà, le fauteuil chapelet, comme je l'appelle, je ne sais pas si c'est son vrai nom, mais je rêve d'en trouver un. Ensuite, quatrième chose que j'aimerais beaucoup chiner un jour, ce sont des pièces de la collection Quille de Jean Royère. Donc lui, c'est un décorateur français qui a débuté dans les années 30 et qui est très connu pour son approche unique du mobilier. On va dire qu'il a un style qu'on peut caractériser d'organique. Il utilisait beaucoup de couleurs vives et des formes ludiques puisqu'il avait une vision du design comme quelque chose de chaleureux et d'accueillant. Jean Royère, il est très connu pour la décoration de l'hôtel Normandie et de l'hôtel Carlton à Cannes, mais aussi pour la chaise ours polaire qui est dans un style très fantaisiste et qui était hyper novatrice pour l'époque. Personnellement, moi j'ai un gros crush pour la collection Quille qui a été créée en 1956. Donc elle montre bien le côté très ludique de son style. Donc là on a ces espèces de quilles de bowling qui sont à la fois surréalistes, mais aussi qui sont hyper raffinées par l'utilisation du chêne massif. Jean Royère, il a une grande influence sur les designers contemporains et ce sont des pièces qui sont ultra recherchées aujourd'hui. D'ailleurs, depuis peu, il y a la Maison Royère qui poursuit l'œuvre de l'artiste en rééditant ses créations tout en respectant les techniques traditionnelles de l'assemblage de bois. Alors honnêtement, je ne pense pas qu'un jour dans ma vie, je pourrais me payer du mobilier Jean Royère. Et puis, si j'en avais les moyens, je suis pas sûre que finalement je le dépenserais là-dedans. Puisque là, j'ai regardé un cadre de lit et je crois que c'est même pas un authentique puisque c'est écrit style Jean Royère. Il coûte 17 649 € et 21 centimes. Alors, si jamais la Maison Royère veut faire une collaboration avec moi, ce serait avec grand plaisir. Mais en attendant, je pense que ça va rester dans mon fantasme. Bon, trêve de plaisanterie, si vous ne connaissez pas le travail de Jean Royère, je vous conseille d'aller faire quelques recherches. C'est vraiment une leçon de design, que ce soit en termes de mobilier, de luminaire, de l'utilisation du bois. Je trouve que toutes ces pièces sont vraiment d'une justesse exquise. Le cinquième objet que j'aimerais trouver en brocante, c'est une lampe léopard, donc une lampe en fait en céramique. Donc on a un léopard en céramique qui est surmonté d'un abat-jour sur sa tête. Je vous mets quelques exemples puisque comme ça peut paraître assez kitsch et ringard. Mais moi j'aime beaucoup le design italien, j'aime beaucoup les pièces vintage et les éléments un petit peu kitsch dans la décoration. Et je suis persuadée de pouvoir créer un super style avec ce genre de lampe. Alors, en fait, mon obsession, je suis passionnée d'animaux. J'aime bien tout ce qui est petites sculptures d'animaux. J'en ai pas mal chez moi. Et récemment, je suis allée dîner dans un resto du groupe Big Mama à Marseille. Et ils avaient ces lampes léopard. Et franchement, j'ai passé ma soirée à les regarder en me disant qu'il fallait absolument que je trouve ça en brocante. En revanche, il y en a très peu et ça coûte très cher. J'en ai vu et les ordres de prix, c'est entre 500 et 1000 €. Après, il y a des éditeurs contemporains comme Anthropologie ou autres qui font ce genre de pièces-là. Donc je me dis pourquoi pas essayer d'en acheter une neuve. Bon, après, c'est pas trop l'idée. Mais en tout cas, je trouve ça magnifique. Donc si un jour vous êtes en brocante et que vous tombez sur une lampe léopard ou alors un autre animal un petit peu dans le même style en céramique, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je vous en serais hyper reconnaissante. Le septième objet que j'aimerais trouver, ce serait un miroir Louis-Philippe. Donc en fait, ce sont des miroirs qui ont été créés pendant le règne de Louis-Philippe
et qui utilisait des procédés plus économiques par rapport aux miroirs classiques. À l'époque, on cherchait à réduire les coûts de fabrication, donc ce miroir, il a des lignes assez simples et il a peu d'ornements, donc forcément moins de matériaux et moins de main-d'œuvre. Et donc, il a un style qui est un petit peu plus discret, un peu moins matu vu. Et moi, j'aime beaucoup ce miroir justement pour son aspect minimaliste. J'en vois souvent en brocante, mais c'est un miroir qui est hyper tendance en ce moment, donc les prix sont vraiment abusés, on va dire. Et puis généralement, ce ne sont pas des miroirs authentiques, ce sont des reproductions qui sont très bien limitées d'ailleurs, hein. Et d'ailleurs, l'année dernière, on avait été avec mes parents au Puce de Saint-Ouen et ma mère a craqué pour ce sublime miroir là qui est immense et qu'ils ont positionné au-dessus de leur cheminée. Moi également, j'en avais trouvé un l'année dernière en étant de passage dans le Nord. J'étais tombée sur une brocante et j'ai trouvé ce petit miroir Louis-Philippe. Alors, je ne l'ai pas fait dater, mais la construction en bois derrière me laisse penser que c'est un original. Après, il n'est pas en très bon état, mais moi, j'aime bien justement, il y a ce verre mercuré qui est totalement piqué et teinté. Mais je garde espoir quand même un jour d'en trouver un très grand que je puisse poser directement sur le sol. Et puis, d'une manière générale, les miroirs, c'est vraiment quelque chose que je n'achète jamais neuf, puisque je trouve qu'il y a tellement d'époques, tellement de styles différents de miroirs. C'est vraiment le genre de pièce qui peut apporter du cachet à votre intérieur. Donc avant d'aller en acheter un dans le commerce, n'hésitez pas à aller faire un petit tour en brocante, en vide-grenier ou alors sur le Bon Coin. L'objet suivant dont je voulais vous parler, c'est un fauteuil de bureau qui a été créé par Charles et Ray Eames en 1970 pour la maison d'édition ICF. Donc Charles et Ray Eames, c'est un couple de designers américains du XXe siècle qui sont très connus pour leur contribution au design industriel, à l'architecture et au cinéma. Et leur travail a vraiment révolutionné le design moderne puisqu'ils combinaient à la fois des formes organiques avec des matériaux industriels en créant ainsi des pièces qui sont fonctionnelles et esthétiques. Je pense que vous connaissez tous la chaise Eames Lounge avec l'ottomane. Là, c'est vraiment leur pièce la plus connue. Mais moi, celle dont je ne raffole, c'est pas celle-ci, c'est le fauteuil de bureau qui s'appelle SoftPad. Donc, il existe en deux versions. Il y a une version plus basse et une version avec le dossier plus haut. Et en fait, c'est un fauteuil qui est assez simple, en fait, qui est en cuir, donc soit noir, soit cognac, avec des montants en chrome. Il me plaît beaucoup pour son confort, pour son design fonctionnel que je trouve tellement juste. Et pour moi, c'est vraiment le fauteuil de bureau par excellence. Il est rotatif, il a des petits trous, il est ajustable en hauteur, il a vraiment tout ce qu'il faut. En brocante ou sur les sites internet de seconde main, on peut le trouver entre 2200 et 2500 €. Bon, clairement, c'est cher, hein. Après, c'est le genre de pièce que vous gardez toute votre vie et si vous en prenez soin, vous pouvez le revendre en faisant une plus-value. Après, c'est un modèle qui est toujours édité chez Vitra, mais il est encore plus cher. Il est à 4000 €, il me semble, pour la version basse. Et moi, pour la petite histoire, il y a quelques années, j'en avais trouvé un assez similaire en brocante. Donc, c'était pas du tout un authentique, hein. Je crois qu'il coûtait 200 €. Et malheureusement, j'avais pas pu le réserver assez longtemps puisqu'il était dans une brocante loin de chez moi. J'y pense encore à ce fauteuil. Mais prochainement, lorsque je vais déménager, je vais devoir réinvestir dans une chaise de bureau. Et il y a de grandes chances que je cherche quelque chose d'assez similaire à ce fauteuil. La 8e pièce que j'aimerais trop chiner en brocante, ce serait une table de drapier. En vrai, ça a toujours été mon grand fantasme d'avoir une table de drapier chez moi. Aujourd'hui, j'en ai ni la place ni l'usage, donc je pense que si j'en vois une en brocante, malheureusement, elle me passera sous le nez. Mais je pense clairement que c'est la plus belle pièce que je pourrais chiner en brocante. Donc la table de drapier, ça fait partie bien sûr des meubles de métier. C'est une appellation qui est un petit peu galvaudée parfois, mais en fait les meubles de métier, ils ont été créés pour répondre à un besoin spécifique et donc à une profession particulière. Donc on peut trouver des meubles de métier adaptés à la pharmacie, des comptoirs de commerce, des semainiers peut-être pour la poste, des meubles de bijoutier aussi avec plein de petits tiroirs qui sont très jolis ou aussi des chariots en métal pour les mécaniciens. Les meubles de métier, vous pouvez en trouver généralement chez des antiquaires et souvent ils sont déjà restaurés, bien patinés avec des finitions un petit peu plus modernes. Ce sont des pièces qui sont assez onéreuses et puis qui sont compliquées aussi à transporter. Mais moi personnellement, si je devais chiner une table de drapier, je l'utiliserais en îlot central avec un magnifique plan de travail en marbre par-dessus. Je vous mets quelques inspi, j'en ai pas trouvé tant que ça. Mais voilà, je garde bon espoir un jour d'avoir la place, d'avoir ce genre de mobilier chez moi. L'avant-dernière pièce dont je voulais vous parler, ce sont les suspensions en verre holophane. Donc ce sont des abat-jours en fait qui sont fabriqués à partir de verre pressé et moulé. Et ils ont pour but de diffuser vraiment la lumière de manière uniforme dans toutes les directions.
Le verre holophane, ça a été créé à la fin du 19e siècle lorsque les ingénieurs cherchaient à améliorer l'éclairage public et donc les premières suspensions dans ce type de verre ont été utilisées dans les rues, dans les gares, dans les usines. C'est une pièce qui est très caractéristique du design industriel et ça permet d'apporter du caractère et de l'authenticité à l'habitat. Alors le verre holophane, on l'a vu aussi pas mal utilisé dans l'univers art déco avec ce petit liseré en laiton que j'aime beaucoup. Donc là on est sur un éclairage bien sûr qui est beaucoup plus décoratif et moi personnellement je ne me lasse pas des pièces cultes de l'art déco même si on en voit beaucoup depuis quelques années. Les lampes en verre holophane, elles sont fabriquées à la main par des artisans, donc ça en fait des objets de collection hyper rares et hyper recherchés par les amateurs de design et d'histoire. Soit on trouve des modèles qui sont hors de prix en brocante, soit ce sont des copies en plastique de mauvaise qualité. Donc moi, bien sûr, je n'achèterai pas ça. Donc pareil, j'aimerais bien avoir 2 ou 3 petites suspensions en verre holophane dans une cuisine, ce serait vraiment magnifique. La 10e chose que je cherche très souvent en brocante, c'est tout ce qui est poterie et céramique italienne, donc c'est assez vaste. Ça va passer des pieds de lampe là en pomme de pin que j'adore, les têtes de mort qui sont de mort, M-A-U-R-E-S, pardon, qui sont des gros vases en forme de visage. Donc ça, c'est une tradition céramique sicilienne. Après, il y a tout ce qui est vaisselle peinte à la main. J'adore ça, je trouve ça magnifique. Et puis, en termes de poterie, ça va être les vasques de Médicis. Donc ça, ce sont de grandes vasques en général qui sont vendues par deux et qu'on met souvent sur les perrons ou sur les escaliers des maisons. Globalement, toutes ces pièces-là, ce sont des choses que je cherche en brocante, j'en trouve rarement ou alors c'est à des prix assez prohibitifs. Mais j'ai toujours les yeux ouverts au cas où je vois une belle pièce. Voilà, donc c'est terminé pour les 10 pièces que je rêve de chiner en brocante. Donc comme vous pouvez voir, il y a des choses qui sont assez probables et d'autres qui sont un peu plus fantasmées. J'aimerais vraiment savoir si parmi ces 10 pièces, il y a des choses que vous avez déjà achetées ou au moins vues en brocante. Peut-être que ça me donnera un petit espoir. Et puis n'hésitez pas aussi à partager en commentaire les pièces que vous rêveriez de chiner, ça pourrait donner de l'inspiration à tout le monde. Voilà, donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. J'ai remarqué que vous étiez beaucoup à regarder mes vidéos sans être abonné. Alors s'il vous plaît, appuyez sur ce petit bouton. Je vous assure que moi, ça me soutiendra vraiment dans la création de mes vidéos puisque ça les rendra visibles au plus grand nombre. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et en attendant, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Bye!